Chers auditeurs, nous abordons avec 2018 l'année qui va voir la fin des célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et je voudrais, pour cette émission, la présenter rapidement, la survoler, sachant que nous aurons l'occasion de revenir sur plusieurs points précis au cours de l'année, depuis la déclaration des 14 points du président Wilson jusqu'aux victoires de l'été 18, jusqu'à la conclusion de l'armistice du 11 novembre, bien évidemment. Alors 2018 commence dans un contexte de grande incertitude. La guerre entamée en 1914 est restée en quelque sorte complètement bloquée jusqu'en 1917, aucune des deux coalitions en présence ne paraissant en mesure de l'emporter. Et puis 17, ça a été l'année du grand basculement avec deux événements majeurs, évidemment. L'entrée en guerre des États-Unis, qui évidemment n'aura d'effet qu'au bout d'un certain délai, au moins 18 mois, et puis la révolution russe qui va entraîner le retrait de la Russie du conflit en décembre 1917, avec des conséquences évidemment considérables quant à l'équilibre général des forces. En fait, les conséquences de cette situation sont simples. Les Allemands victorieux à l'Est, l'armistice de Brest-Litovsk en décembre, la paix de Brest-Litovsk en mars ont sanctionné en quelque sorte la défaite de la Russie. Les Allemands victorieux à l'Est vont être en mesure de ramener vers l'Ouest une part considérable de leurs forces engagées contre la Russie, et de ce fait, ils vont bénéficier d'une supériorité numérique qui s'annonce évidemment extrêmement dangereuse pour les forces de l'entente. En même temps, l'entrée en guerre américaine, décidée au mois d'avril 17, commencera à faire sentir ses effets sur le plan militaire à partir de l'été 1918. L'Amérique a dû s'organiser à partir de rien, pratiquement, pour se doter d'une armée de masse avec des moyens en matériel, en encadrement. Il va falloir transporter à travers l'Atlantique des quantités considérables de combattants. Quand la guerre se terminera, il y aura 2 millions de Samis qui seront présents en Europe, et ils arrivent à ce moment-là au rythme de 250 000 par mois. Mais ça n'est pas tout de suite, c'est pas en 17, il faut créer de toutes pièces cette armée. Et c'est seulement donc à partir en gros de juillet 1918 que l'intervention américaine se fera sentir de manière véritable sur le cours des événements dans le domaine militaire. Alors les choses sont très simples, il y a un compte à rebours qui est commencé. L'Allemagne, dans les premiers mois de 1918, va bénéficier d'une supériorité numérique qu'elle va chercher à mettre à profit avant l'été, car à partir de l'été, l'arrivée régulière des renforts américains va renverser complètement la balance des forces. L'Allemagne aura mobilisé toutes ses forces, toutes ses ressources humaines en vue de l'effort final. Si celui-ci n'a pas permis d'obtenir la décision en arrivant à l'été 18, eh bien, les choses vont s'inverser complètement. Ce sont les forces de l'entente qui vont monter régulièrement en puissance au fur et à mesure que les forces allemandes, elles, vont se trouver réduites par les pertes et par le fait qu'il n'y a plus personne à mobiliser. On a mobilisé des jeunes de 17 ans. On a raclé vraiment tous les fonds de tiroir en matière d'effectifs. Voilà donc l'enjeu de cette année 1918. Et dans cette perspective, eh bien, du côté allemand, l'état-major, Hindenburg et puis son adjoint Ludendorff, ont prévu de lancer à l'ouest plusieurs offensives de grande envergure. Ils vont ainsi lancer 4 terribles coups de boutoir entre le mois de mars et le mois de juillet 1918 pour tenter d'obtenir la décision, peut-être pas une victoire totale écrasante, mais du moins la capacité de négocier avec l'entente dans une position de force pour sortir de la guerre en limitant au maximum les dégâts pour l'Allemagne, voire pour faire en sorte qu'elle apparaisse comme victorieuse ou que du moins on aboutisse à une sorte de paix blanche.
Alors, dans cette perspective, Ludendorff réfléchit aux endroits où il va réaliser son effort. Et il va lancer sa première offensive le 21 mars 1918 dans un secteur qui n'est pas neutre, puisque c'est celui où s'établit la liaison entre les forces anglaises et les forces françaises, en gros sur la direction Péronne-Amiens. Et son calcul, évidemment, n'est pas innocent. Il sait très bien que les Anglais vont avoir une priorité, c'est de couvrir les ports de la mer du Nord, qui leur permettent de garder la liaison avec l'Angleterre, qui leur permettent éventuellement de rembarquer l'armée anglaise, ou tout du moins une partie si les choses tournent mal. Hein, c'est traditionnel dans la politique militaire, dans la stratégie anglaise. Et puis le commandement français, lui, c'est le général Pétain qui commande l'armée française. Il aura comme priorité absolue, évidemment, de couvrir Paris. Et d'ailleurs, les premières instructions du commandant en chef sont claires à ses grands subordonnés. Il faut couvrir Paris en priorité et maintenir, si possible, la liaison avec l'armée anglaise. Ludendorff a bien calculé. Le 21 mars, l'orage se déchaîne sur le front ouest, les troupes allemandes obtiennent la rupture, elles vont avancer d'une soixantaine de kilomètres dans le secteur concerné, faire plusieurs dizaines de milliers de prisonniers. Apparemment, les choses se passent comme on l'avait prévu au grand quartier général de Spa. Et à ce moment-là, les forces de l'entente et les gouvernements de l'entente vont être confrontés évidemment à un problème majeur, c'est celui de l'établissement du commandement unique. Si chaque commandant en chef a ses priorités et si cela débouche sur une cacophonie qui permet à l'ennemi de marquer des points, eh bien évidemment la guerre risque de très mal se terminer. Alors une conférence a lieu à Doullens le 26 mars, une petite ville de Picardie, avec les chefs militaires et les dirigeants politiques, et là on va décidé de confier la coordination du commandement des armées alliées au général Foch. Coordination qui va progressivement devenir un véritable commandement en chef, ce qui fait qu'au fil des semaines et des mois, eh bien, Foch va apparaître comme le patron sur le plan militaire de la coalition. Alors c'est un point évidemment très important parce que Foch voit l'importance qu'il y a de sauver Amiens, il va donner des ordres en conséquence, Pétain va déplacer une partie de ses réserves pour protéger la ville picarde et arrêter l'ennemi devant Amiens, ce qui est chose faite au bout de quelques jours. Le premier effort allemand, la première poussée allemande a ainsi été enrayée. Mais Ludendorff s'y attendait, il a plusieurs autres objectifs dans son sac. Le 8 avril, il lance un deuxième coup de boutoir. Cette fois, c'est contre le front anglais de Flandre, et plus précisément encore dans un secteur qui est tenu par des unités portugaises. Le petit Portugal était entré en guerre aux côtés des Alliés, aux côtés de l'Entente en 1916, mais évidemment, ses capacités militaires étaient limitées, la combativité de ses soldats également, et le front est très sérieusement bousculé en Flandre. Ludendorff, c'est là de toute manière qu'il compte emporter la décision parce qu'il a la conviction, qui est en grande partie fondée, que le secteur anglais du front en constitue la partie la plus vulnérable. Il sait par expérience que du côté français, on s'accroche au terrain, on tient, les combattants français savent que derrière eux il y a Paris, que derrière eux il y a le pays, il y a leur famille, alors qu'en ce qui concerne les Anglais, ils combattent en terre étrangère et on peut très bien imaginer un repli sur l'Angleterre qui n'empêcherait pas la poursuite du combat, la poursuite de l'effort. Donc Ludendorff attaque en Flandre, remporte là initialement des succès dans la région armentière, la Bassée, et là encore, les Français
Français déploient des réserves pour venir soutenir le front anglais, ce qui fait que cette deuxième offensive va être à son tour stoppée. Mais Ludendorff n'a pas dit son dernier mot, on s'en doute. Hein. Il pense toujours que c'est en Flandre qu'il devra obtenir la décision. Il pense que le front anglais est le ventre mou du front occidental. Mais auparavant, il veut empêcher les Français de déplacer leurs réserves pour venir soutenir leurs alliés. Et donc, il va lancer une grande offensive qui, pour lui, est une offensive de diversion à hauteur du secteur central du front, en Champagne, à partir de cette fameuse ligne du chemin des Dames qui avait été le théâtre des terribles batailles, des terribles combats d'avril 1917. Il lance l'offensive le 27 mai. Troisième coup de boutoir, terrible. Hein, il engage 30 divisions fraîches, là où les Français ne s'attendaient pas à une attaque dans ce secteur, occupé par 9 divisions qui étaient considérées comme des divisions au repos. Et là, le front français est complètement percé. Les Allemands s'avancent même plus vite que prévu, au point que le commandement allemand donne un ordre de poursuite jusqu'à la Marne. Et les Allemands vont se retrouver ainsi, à hauteur de Dormance sur les rives de la Marne. On se retrouve dans la situation qui était celle pratiquement de 1914. Donc troisième offensive à la fin mai, qui se révèle extrêmement dangereuse, qui apparaît comme un succès très large pour les Allemands, en partie compensée par les batailles livrées notamment sur le Matz au cours des semaines suivantes, qui vont limiter en quelque sorte la poussée allemande et faire en sorte que le front constitue une hernie qui va se révéler évidemment problématique pour le commandement allemand, hein, qui devra en quelque sorte de nouveau agir dans ce secteur pour disposer d'un front présentant un profil plus favorable. Nous étions là donc à la fin mai, les combats continuent en juin, et du côté allemand, avant de porter le coup final, ce qu'on espère être le coup final en Flandre contre l'armée anglaise, eh bien, on va décider d'une nouvelle offensive dans ce secteur de Champagne, une nouvelle offensive qui devra démarrer le 15 juillet. Mais on peut remarquer que nous sommes déjà le 15 juillet. Hein, l'Allemagne a consommé quand même des forces importantes dans les efforts qu'elle a ainsi livrés, et les amis américains débarquent dans les ports de la Manche et de l'Atlantique, au Havre, à Brest, à Nantes, à Saint-Nazaire, et le contingent américain ne cesse de se renforcer. Hein, le timing prévu par Ludendorff maintenant est pratiquement écoulé. Il fallait pour lui gagner la guerre avant juillet. Nous sommes en plein mois de juillet et la décision n'a pas encore été obtenue. Alors le 15 juillet, l'offensive allemande s'annonce particulièrement redoutable, mais il se trouve que dans les jours précédents, un corps franc français infiltré dans les lignes allemandes va récupérer sur le cadavre d'un officier les plans de l'offensive prévue. Un corps franc dans lequel se trouvait notamment Joseph Darnand, glorieux combattant de la guerre de 14, qui jouera le rôle politique et militaire que l'on sait plus tard à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. Et les renseignements ainsi obtenus vont permettre au commandement français, vont permettre au général Pétain et à son état-major de prévoir en quelque sorte la riposte. Hein. On va mener une manœuvre défensive-offensive, hein, c'est-à-dire on va sacrifier en quelque sorte les premières lignes, laisser l'ennemi s'avancer sensiblement vers le sud et à ce moment-là lancer contre son flanc droit une offensive qui devrait le contraindre à cesser son action et puis ensuite à retraiter. C'est une manœuvre un petit peu comparable à celle qui avait permis en septembre 1914 la victoire de la Marne, la première victoire de la Marne en quelque sorte. Les choses vont se passer ainsi. Dans les premières heures de l'offensive, les Allemands sont très confiants, les résultats sont au rendez-vous, mais à partir d'un certain moment, quand ils viennent buter sur la deuxième ligne française, ils se heurtent à une résistance acharnée, pendant que le général Mangin, avec sa 10e armée, se déploie à l'abri des vues de l'ennemi dans la forêt de Villers-Cotterêts et s'apprête le 18 juillet à lancer la contre-offensive qui va décider
du sort de la campagne et même plus généralement du sort de la guerre. 18 juillet, c'est la date vraiment tournante de cette année 1918. Surpris, les Allemands vont résister jusqu'au 21 pendant 3 jours. On va se battre lors de cette deuxième bataille de la Marne, dans cette bataille de Champagne. Et puis, finalement, le 21 juillet, Ludendorff va donner l'ordre de retraite. Il pense encore qu'il va pouvoir se reconstituer sur des positions solides et puis qu'il va pouvoir encore garder l'initiative ou reprendre l'initiative, mais les événements qui vont intervenir au cours des jours et des semaines qui suivent vont très vite briser tous ces espoirs. En effet, désormais, l'initiative est dans le camp de l'entente qui bénéficie, je l'ai dit, d'un apport régulier maintenant de renforts américains. Et le 8 août 1918, l'entente lance plusieurs grandes offensives en Picardie, dans le secteur de Montdidier, et c'est un succès complet, dû notamment à l'engagement des chars. L'entente a joué cette carte des chars, là où l'état-major allemand, après les échecs constatés en 1917, n'avait pas du tout donné la priorité à ces moyens-là. L'état-major français a joué à fond la mécanisation de l'armée, a joué l'engagement des chars, et c'est un succès pour une infanterie allemande qui va battre en retraite pied à pied, qui ne va pas se retrouver bousculée, complètement défaite, mais qui en tout cas est contrainte désormais de reculer. Pour Ludendorff, les carottes sont cuites. Dans son journal, le 8 août 1918 reste pour lui, selon son expression, le jour de deuil de l'armée allemande. Dans la deuxième partie de la campagne, maintenant, eh bien, effectivement, c'est Foch qui a l'initiative. Plusieurs autres offensives vont être lancées à l'ouest. À chaque fois, les Allemands encaissent le choc, sont obligés de reculer. Même si leur front n'est pas rompu, cette retraite paraît maintenant pratiquement interminable. Et en même temps, l'entente va prendre d'autres initiatives sur d'autres fronts. À la mi-septembre, c'est l'armée d'Orient constituée à Salonique qui va prendre l'offensive contre les Bulgares, aux ordres du général Franchet-Després. Le front bulgare va être rompu à la fin du mois de septembre. Les troupes françaises vont s'avancer très loin au nord, le fameux raid de cavalerie Jouino-Gambetta jusqu'à Ouskoub, en Macédoine, et finalement la Bulgarie va être contrainte de signer un armistice très inquiétant pour les centraux, puisqu'elle va laisser traverser son territoire par les vainqueurs, qui vont ainsi être en mesure de menacer directement le flanc sud de l'Empire austro-hongrois, le flanc sud de l'Alliance centrale. C'est la même chose en Orient, où les Anglais de l'armée Allenby, qui ont pris Jérusalem à la fin de 1917, s'emparent en octobre de Damas et menacent maintenant directement l'Anatolie, le cœur de l'Empire ottoman. Résultat, le 30 octobre 1918, c'est la conclusion de l'armistice de Mudros entre l'Empire ottoman, entre la Turquie et l'Entente. Et puis, sur le front italien, même scénario, le 24 octobre, c'est l'offensive victorieuse de Vittorio Veneto, lancée par le général Diaz, un an jour pour jour après le désastre italien de Caporetto. Et là aussi, eh bien, c'est suivi par un armistice à Villa Giusti, qui va mettre hors course l'Empire Habsbourg, l'Empire austro-hongrois. Désormais, pour l'Allemagne, il n'y a plus d'autre solution que de solliciter un armistice. Ça va faire l'objet de négociations compliquées, difficiles, pendant plusieurs semaines. Dès le début du mois d'octobre, une demande avait été adressée au président Wilson dans ce sens. Mais finalement, comme on le sait, cet armistice sera conclu le 11 novembre 1918 à Reton, dans une clairière de la forêt de Compiègne. Mais cette conclusion de l'armistice, c'est une autre histoire sur laquelle nous aurons bien sûr l'occasion de revenir.
bien, nous allons nous pencher aujourd'hui, chers téléspectateurs, sur une part inattendue de notre patrimoine historique, puisque je reçois Madame Anne Lecléache et Monsieur de la Perrière, qui animent l'association des peintres officiels de l'armée. La peinture et l'art militaire, a priori, n'ont pas forcément des liens évidents pour le grand public, mais il se trouve qu'au fil du temps, et je crois qu'on peut remonter pour cela à Louis XIV, nous le verrons tout à l'heure, eh bien, les artistes ont tenu à illustrer ce qu'ont été les grandes étapes ou les grands événements militaires de notre histoire. Mais dans cette perspective, il y a des personnalités, des personnages qui retiendront particulièrement notre attention dans cette première partie d'émission, avant que nous ne présentions de manière plus générale l'activité de l'association. Ce sont deux peintres de la fin du XIXe siècle, du début du XXe, Édouard de Taille, Alphonse de Neuville, bien oubliés aujourd'hui, mais qui ont connu un grand succès à l'époque, qui ont été un peu rejetés dans les ténèbres de l'histoire de l'art parce qu'on les a considérés comme des peintres pompiers, comme beaucoup de peintres d'histoire d'ailleurs du XIXe siècle, mais je crois qu'ils ont droit aujourd'hui à une juste réhabilitation, et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé à nos deux invités d'aborder cette question de la peinture militaire. Alors monsieur de la Perrière, tout d'abord, les deux personnages auxquels je fais allusion, de Taille, de Neuville, en leur temps, c'était de véritables institutions. Ils ont rencontré un succès considérable. Effectivement, au XIXe siècle, c'était vraiment de personnes de très grande importance. Vous savez, comme vous l'avez dit, c'était des artistes qui, après 1900, ont été considérés comme des peintres pompiers, c'est-à-dire des choses qui sont devenues de deuxième zone, et les gens ont préféré l'impressionnisme, ont préféré Seurat, ont préféré tous ces gens-là, puisqu'il y avait un tableau qui avait été donné au musée du Luxembourg de Bataille, et en fait, en 1902 ou 3, ça a été retiré. On a d'ailleurs les courriers de la veuve qui n'est pas contente du tout, mais elle dit qu'on pense qu'ils ont osé mettre un Seurat à la place de ce tableau, mais il est évident que c'est resté, si vous voulez, dans le domaine militaire qui était un petit peu rejeté à cette époque-là. C'est ça, ils sont un peu les oubliés de l'histoire de l'art, les avant-gardes successives les ont un petit peu rejetés dans l'oubli, mais je crois qu'ils suscitent toutefois un intérêt aujourd'hui, comme la peinture militaire en général, car il faut remonter en fait assez loin pour constater justement ce lien entre l'institution militaire et puis les artistes qui ont vocation à montrer en quelque sorte des exploits, des batailles, à faire vivre les campagnes du temps. Exactement, c'est-à-dire que même à l'époque, il y a eu, si vous voulez, des artistes, parlons de Meissonnier, parlons qui était le maître de Taille, et ensuite Neuville. Ils ont travaillé à peu de choses près sur les mêmes sujets. Ils sont à peu près contemporains et sur les mêmes sujets. Voilà, puisque Meissonnier a fait, lui, la charge de Reichshoffen aussi, et que de Taille en a fait une autre, différente. Et donc tout ça, c'était une façon de promouvoir un petit peu le côté patriotique français. Et ce qu'il y avait, c'était que on ne savait pas très bien où les placer. C'est-à-dire que on savait qu'il y avait les peintres d'histoire. Au 19e, il y en a eu beaucoup, la mort de César, etc., David, etc. Mais il y avait aussi les peintres de genre. Voilà. Les peintres de genre, c'était les paysages, c'était les personnages, tout ça. Et donc, à un moment donné, on a classé les peintres militaires, les peintres de bataille, entre les deux. On ne savait pas très bien. Et après, on les a mis dans les peintres d'histoire. Mais disons que c'était vraiment comment dirais-je, une chose à part. Parce qu'en fait, ils s'intéressaient à mettre en valeur les combats importants, ce qui faisait le côté patriotique français, et qui était très
très très en vue et très très sollicité. À une époque, il faut le rappeler, évidemment, nous n'avions pas le cinéma même à ses débuts, cela permettait de montrer, de faire voir les choses, et on sait l'importance que cela pouvait revêtir à travers l'organisation, par exemple, de la Galerie des Batailles, voulue par Louis-Philippe à Versailles, comme reflet des grandes étapes de gloire militaire qu'a pu connaître la France. D'ailleurs, dans cette Galerie des Batailles, il y a beaucoup de tableaux qui ont été réalisés par des peintres de bataille, si vous voulez, qui ont été pris. Et à ce moment-là, ça permettait en plus Louis-Philippe voyait cette chose c'est pour ça que c'est lui qui avait fait revenir comment dirais-je, les cendres de Napoléon, parce qu'il s'inscrivait comme ça dans une continuité. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc ça, c'était important. Et alors, en ce qui concerne le répertoire retenu, si l'on veut, il y a deux grandes périodes, il y a deux grands sujets. Il y a bien sûr l'Empire, avec en leur temps le baron Gros, Horace Vernet, Gérard, le jeune, bien sûr. Là où on a toute une iconographie, on a tout un film de l'épopée napoléonienne qui est quand même extrêmement complet. Mais qui est complet et précise. C'est-à-dire que, comme vous disiez tout à l'heure, on n'avait pas la photographie, on n'avait pas la télévision, donc c'était un petit peu des reporters de guerre. Bien qu'ils n'aient pas vraiment travaillé sur le terrain avec leurs toiles, puisque c'était en principe des toiles immenses, donc il y avait beaucoup de croquis. Par exemple, sous Napoléon avait engagé un Italien qui s'appelait Baghetti, et on a d'ailleurs dans les archives un monceau de croquis qu'il a fait sur place, mais qu'il a fait des fois après la bataille, avec des témoins oculaires qui lui disaient, voilà, l'armée était là, nous on était là, les ennemis étaient là, etc. Et donc il reconstituait. Et ces dessins ont servi après à des gens comme de Taille ou autres, en se servant de ces dessins pour faire des toiles, voyez-vous. Oui, alors cette épopée napoléonienne, tous ceux qui en sont encore aujourd'hui les admirateurs, tout ce fond iconographique, il leur est extrêmement familier. En revanche, c'est vrai que pour ce qui concerne de Taille et de Neuville, qui ont été dans une grande partie, et ce qui a fait une grande part de leur succès, des peintres de la guerre de 70, eux sont davantage oubliés parce que ce conflit, cette guerre, n'est pas resté quand même, aujourd'hui en tout cas dans la mémoire nationale, au même niveau que l'épopée napoléonienne. Et pourtant, on voit bien quel rôle ces tableaux ont pu jouer dans une France qui traumatisée par la défaite, par Sedan, une France qui rêvait de récupérer l'Alsace-Lorraine. Finalement, on les perçoit comme les peintres d'une défaite, certes, mais d'une défaite glorieuse. Il fallait montrer que les Français avaient manifesté les qualités de courage, d'audace, d'esprit de sacrifice qui avaient été les leurs en d'autres périodes, plus heureuses. Parce que de Taille, par exemple, a fait beaucoup de tableaux qui illustrent les batailles qui se sont passées autour de Paris avant le siège. Donc Champigny, Ivry, etc. Et donc ça a été assez important pour l'histoire militaire française de voir tous ces points. Alors comme vous dites, ça s'est fini par un désastre, par une défaite. Mais disons que patriotiquement, l'armée s'était très bien conduite et avait fait ce qu'elle pouvait. Tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est resté dans les, comment dirais-je, dans les mémoires, la mémoire collective. Et après 70, ils se sont rabattus sur l'Empire, c'est-à-dire que Neuville, de Taille, Meissonnier aussi avant. Meissonnier, 1814. Il est né en 14 ou 15, Meissonnier, donc c'était lui, bon, il n'a pas vu tout ça, mais disons que c'était quand même, certainement ses parents devaient lui en parler, et c'était quelque chose de vivant, si vous voulez. Bien sûr, oui. Alors ces peintres de la défaite, ils vont de fait faire passer ce thème, cette idée de la glorieuse défaite, qui est très largement partagée par les Français durant la période qui va de 70 à 14. Et la République, le nouveau régime lui-même, insiste beaucoup sur ce caractère de la guerre de 70.
70. Hein. Et d'ailleurs, à ce propos, tout à l'heure, Anne Lecléache nous lira une phrase qui a été écrite par de Neuville et qui illustre justement cette notion de défaite, etc. Et c'est une très belle phrase, donc tout à l'heure, on aura cette phrase. Alors, qui étaient-ils, ces deux peintres? D'où venaient-ils? C'est-à-dire que De Taille, lui, a une éducation vraiment artistique, si vous voulez, c'est-à-dire c'était l'élève de Meissonnier. Voilà, et on a considéré à un moment donné que Meissonnier était beaucoup plus âgé que lui, bien sûr, c'était son maître, et on pensait que De Taille était le successeur, si vous voulez, le dauphin, si on pourrait dire. Voilà. Neuville, lui, par contre, il a été plus autodidacte, d'une certaine manière, c'est-à-dire que il avait fait d'abord l'école navale, et ensuite il a fait une école de droit. Il avait fait droit. Et après, comme il était doué pour le dessin, etc., il s'est reconverti dans les beaux-arts. Il s'est reconverti dans les beaux-arts, et il a surtout commencé par la gravure. Voilà. Donc c'est lui qui a fait beaucoup de gravures et qui a relancé un petit peu le côté gravure à cette époque-là. Voilà. Et est-ce qu'ils ont vécu jusqu'en 1914? Non. Ils n'ont pas vu la grande revanche. De Taille est décédé en 19... Il est né en 48, je crois, et il est mort en 1912. Ah oui. Alors que Neuville, lui, est né en 35, mais est mort à 50 ans, il est mort en 85. Ah oui, il est mort très tôt. Donc il est mort très tôt. Voilà. Son œuvre date immédiatement des années suivant la défaite de 70. Tous les deux, ils ont été des peintres combattants. C'est-à-dire que De Taille a combattu, était dans l'armée, etc. Neuville y a été aussi. Il y en a un qui a peint à peu près dans ces époques-là, c'était Flamand. Qui était plus un peintre non combattant, voilà, mais qui a aussi fait des œuvres assez exceptionnelles. Voilà. Alors cette peinture militaire, elle ne se limite pas donc à cette séquence de 1870, vous l'avez rappelé tout à l'heure, tout cela commence dès l'époque de Louis XIV avec les Van der Meulen et autres peintres du même type, parce que la monarchie avait besoin effectivement que l'on exaltât ses succès, ses victoires. Alors ce qui est plus surprenant, c'est que cette tradition, elle a perduré en fait jusqu'à nos jours, parce que on pouvait penser que tout cela allait appartenir à un passé révolu, dans une période qui excluait la guerre de l'horizon, dans une période où les sensibilités antimilitaristes ont connu un temps les développements que l'on sait, mais malgré tout, cette tradition, en quelque sorte, eh bien, elle a continué jusqu'à aujourd'hui. Ce que le grand public généralement ignore, parce qu'effectivement on connaît les grands tableaux de l'épopée napoléonienne, on connaît moins, mais on les connaît quand même, les tableaux de Neuville ou de Taille concernant la guerre de 70, ça fournit l'iconographie de tous les ouvrages sur ces périodes, mais on ignore en fait que cette tradition s'est maintenue. Alors qu'en est-il, puisque vous êtes respectivement président et secrétaire général de cette association des peintres officiels de l'armée, qu'en est-il de cette peinture militaire au cours des dernières décennies et à plus forte raison aujourd'hui, Madame Lecléache? Il y a eu quand même une période, toute la période de la guerre, la dernière guerre, où il n'y a pas eu de... Voilà, on a le sentiment là que tout ça c'est fini, que la photographie, le film ont complètement remplacé tout cela. Voilà. Et puis c'est monsieur Gau et quelques militaires donc, qui ont repris l'idée de recréer, ou du moins de remettre à l'honneur l'association des peintres de l'armée. Et donc, c'était dans les années 80. C'est tout à fait récent. Disons que l'association a été créée en 1980 par Henri Gau et Michel Montigné, qui était... Michel Montigné, lui, c'était militaire, Henri Gau, non. Mais disons qu'ils ont recréé cette association, parce que le problème, c'est qu'il y avait des nominations de peintres de l'armée avant, mais chacun était totalement isolé. Donc pour organiser des expositions de groupe comme on fait maintenant,
il fallait une association qui permettait de gérer le problème. Voilà. D'accord. Mais alors, là, ce qui est surprenant, on voit bien, par exemple, pour la Première Guerre mondiale, bien sûr, la photo, l'image des films, on les a, mais on a quand même George Scott, on a quand même un capital de peinture qui est extrêmement riche. Mais alors, après, pour la Seconde Guerre mondiale, on ne le voit pas, tout ça. On n'est pas familier de tout cela. On n'est pas familier. Non. Alors qu'il y avait déjà des peintres nommés qui étaient peintres des batailles avant la Deuxième Guerre. Oui. Avant la Deuxième Guerre. Mais disons que c'était pas, comment dirais-je, c'était pas hiérarchisé, on pourrait dire. Voilà. Mais alors, où peut-on voir les œuvres correspondant à cette période de la Seconde Guerre mondiale? Parce qu'encore une fois, elles ne sont pas très familières. C'est-à-dire qu'il y a eu des expositions au musée de l'Armée sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a eu des expositions temporaires où on voyait des tableaux qui ont été faits, mais bien souvent, ce n'était pas des peintres de l'armée qui avaient fait ça. Si vous voulez, c'était des particuliers, des peintres, si vous voulez. D'accord. D'accord. Oui, parce qu'il y a aussi les travaux réalisés pour illustrer des magazines ou des revues. Je pense par exemple à la campagne d'Italie, à l'armée d'Italie du maréchal Juin. Voilà. Il y a des choses qui évoquent les batailles de Garigliano, etc. Beaucoup de dessins surtout, beaucoup de dessins, beaucoup de gravures. Mais il n'y a pas vraiment des grandes pièces maîtresses de peinture. Il y en a peu. Il y en a, mais peu. Voilà. Et alors, pour ce qui est de nos guerres les plus récentes, entre guillemets, même si maintenant elles sont un certain âge, si l'on peut dire, à savoir la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, par exemple, là, on a le sentiment qu'il y a une période où il y a une certaine rupture. C'est la photographie. La photographie. C'est Marc Flamand et ses albums évoquant Bijard. Voilà, c'est ça. Et quelques caricaturistes. Et des caricaturistes, Et alors, à plus forte raison, où en sommes-nous aujourd'hui? Parce qu'on a le sentiment, par exemple, que les peintres de la marine, eux, restent assez actifs. On voit assez souvent des œuvres, des tableaux des peintres de la marine, mais on n'est pas habitué. Le lien n'a pas été coupé avec les peintres de la marine. Oui. Et actuellement, il est quand même plus facile de montrer une toile de la marine qui est beaucoup moins violente qu'une toile représentant la guerre. Offensive sous les bombes, c'est quand même un petit peu difficile dans le cadre du quotidien. C'est ça. À regarder. C'est-à-dire que dans la marine, l'inspiration pour la marine, c'est la mer. C'est la mer. Donc, si vous voulez, vous faites un port avec des bateaux, etc. Donc, c'est un petit peu la même production pour le peintre. Alors que pour nous, pour les peintres de l'armée, c'est une production à part. Très particulière. Dans une exposition, dans une galerie, c'est difficile de mettre un Charles Leclerc en gros plan ou un entraînement de la Légion ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est plus documentaire. Mais par contre, nous, on a eu des peintres qui sont partis au Kosovo. Vraiment, il y a eu Debuchère et Billet qui sont partis, eux, avec la Légion, partis pour faire des reportages au Kosovo. Et puis d'autres aussi qui étaient partis dans d'autres OPEX. Et nous avons encore aujourd'hui une possibilité d'aller dans des OPEX ou d'aller dans des régiments, etc. Que ce soit un peintre, photographe ou un sculpteur, parce qu'on a les trois. Et quelle est l'attitude du commandement vis-à-vis de la présence justement de ces artistes au sein d'unités dont la vocation évidemment c'est le combat, n'est pas l'exposition de peinture. Mais donc ils sont en principe, c'est eux qui le demandent. Des fois c'est eux qui le demandent. Par exemple pour le Kosovo, il y a eu une demande à l'époque pour que les peintres, il y en a deux qui ont été d'accord pour partir. Mais sinon, c'est bien toléré, si vous voulez. Que ce soit Anne ou moi, on a fait beaucoup de reportages dans des régiments. Alors, c'était pas en OPEX, mais c'était des régiments, la Légion, ou ce sont des missions. Et donc là, en principe, ils sont très contents, parce qu'après, ils ont un matériel, si vous voulez. Oui, puis ça permet éventuellement aussi d'illustrer des historiques régimentaires, des choses de ce genre. Mais alors, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, la photographie entre aussi dans vos compétences. Entre aussi dans mes compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus important en quantité, en production. Il y a beaucoup de régiments qui demandent une peinture. Une peinture,
que le photographe, lui, il va aller pour faire un reportage plus sur une fête régimentaire ou sur le terrain, etc. Ouais, tandis que le peintre ou le sculpteur, lui, en principe, c'est des commandes. C'est-à-dire qu'on va leur demander à un peintre, on va demander de faire un tableau sur un événement précis du régiment. Voilà. Et à ce moment-là, après, c'est exposé dans la salle d'honneur ou dans un musée. Ou dans un musée. Voilà. Alors, on imagine qu'à l'époque de l'Empire colonial, il y a eu là une très belle source d'inspiration pour les peintres. Hein. On sait l'importance de l'inspiration nord-africaine pour un certain nombre de peintres des années 30 notamment. Ou africaine ou Indochine même. On devait avoir des échos de cela aussi dans la peinture, militaire. Bien sûr, il y a des peintres qui ne sont pas forcément des peintres de l'armée, mais qui ont fait beaucoup de choses. Mettons il y a eu aussi des diplomates qui partaient dans telle ou telle contrée et qui étaient doués un peu pour le dessin et qui rapportaient beaucoup des cahiers de croquis, des cahiers de plus presque ethnographiques, si vous voulez, pour connaître un petit peu les gens qui vivaient là-bas. Et alors, toutes ces diverses productions, donc, qui correspondent à une histoire, on vient de le voir, qui est maintenant ancienne, on va les trouver essentiellement où ça est-ce qu'il y a des musées spécialisés? On a parlé de la Galerie des Batailles du Château de Versailles, par exemple. Est-ce qu'il va y avoir des musées spécialisés où on va pouvoir aller découvrir ces œuvres? Tout à fait. Vas-y, tu connais bien les musées, toi. Nous avons exposé au musée de Draguignan. À Draguignan, oui. C'est l'école d'application de l'artillerie. Tout à fait. Oui. Et il y a des œuvres donc in situ. À Aubagne, qui est le musée la Légion, qui est nouveau maintenant, qui a été agrandi. À Saumur, il y en a également. L'école d'application de la cavalerie, et à Coët-Quidan et à Saint-Mexan. À Coët et à Saint-Mexan, l'école des sous-officiers. L'école des sous-officiers a une collection quand même. C'est au musée. C'est au musée. De Coët-Quidan, donc. Voilà. D'accord. Et alors, vous organisez aussi, je crois, des manifestations régulièrement, des salons. Oui, nous avons des expositions itinérantes aussi. En ce moment, nous avons justement, nous allons terminer les commémorations des guerres de la guerre 14-18. Donc nous avons commencé par une exposition à Nogent-sur-Marne, qui avait été le quartier général de Joffre, qui s'est poursuivi au salon de Chaville, où nous étions les invités d'honneur avec les peintres de l'air. Ensuite, nous avons fait, dans le cadre donc, des commémorations, nous avons fait le Prytanée militaire de la Flèche, qui est une école donc, militaire. Sûr, nous avons fait l'école des enfants de troupe à Autun. Ah oui, à Autun, oui, bien sûr. Saint-Mexan. Et Saint-Mexan. Nous devons faire prochainement Bar-le-Duc, puisqu'il y avait une exposition prévue à Verdun pour 1917 et ça n'a pas pu être réalisé. Elle n'a pas pu être réalisée, donc nous avons une exposition à Bar-le-Duc qui rassemblera un petit peu les prévisions donc, de 1917. Et nous avons en juin, au mois de mai, et nous terminons à nouveau par l'exposition le 11 novembre à Nogent-sur-Marne pour la fin de la guerre. Et ensuite Chaville, et on ferme le cycle à Nogent-sur-Marne. Et nous avions donc 2 expositions. Nous avons été obligés, parce qu'on avait quand même beaucoup de demandes et qui étaient tout à fait simultanées, de créer 2 expositions itinérantes et qui partaient dans différentes villes. D'accord. Et pour cela, vous êtes sollicité par des municipalités, par les municipalités, par des ou par les musées. Par des musées militaires. Ou par des musées militaires. Là, toutes les expositions dont vient de parler Anne Lecléache, c'était sollicité par les... Mais alors, quand il s'agissait d'expositions relatives à la guerre de 14, il s'agissait de tableaux réalisés à l'époque ou alors d'œuvres travaillées sur documents. D'œuvres d'après documents. D'œuvres réalisées aujourd'hui. C'est un défi, mais parmi tous les participants, on
Tout le monde a joué tout le le jeu. monde a joué le jeu. Et puis, on avait presque tous dans nos familles quelqu'un qui avait vraiment été concerné par la guerre de 14. Et donc, un grand-père, un oncle, enfin quelqu'un qui nous racontait son histoire. Que tout cela correspond aussi à l'élan tout à fait surprenant même qui s'est manifesté à l'occasion du centenaire. Même des municipalités très modestes ont organisé des manifestations, mobilisé les habitants pour qu'ils retrouvent des souvenirs de l'époque, ont organisé des petites expositions locales, ce qui est tout à fait intéressant et positif dans la perspective de la lutte pour la mémoire, de la lutte pour l'histoire, qui est un des enjeux majeurs d'aujourd'hui. À défendre. Voilà, exactement. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour tous ces éclairages concernant les peintres de l'armée. Je crois que vous accomplissez un travail très important donc, sur le front de l'histoire et de la mémoire. Merci en tout cas de votre visite. Nous avons une devise. Votre devise alors. Qui est servir. Servir. Donc, et comme on dit à la Légion, sans se servir ni asservir. Voilà. Alors, voilà, une chute tout à fait positive. Merci beaucoup donc de votre venue.